10 juin. VE me sert du phoque en daube au petit déjeuner. Cette viande est une charge nucléaire. Elle explose dans la bouche et pulse sa force dans les vaisseaux du corps. « Camarade, donne-moi du phoque, donne-moi un char et laisse-moi la Pologne, dis-je. Ce n'est pas un proverbe russe. Ça pourrait ? Ouais. À présent, mon ami nourrit ses 10 chiens avec des ruses de catcheur. Il s'agit de pénétrer dans la masse aboyante, chargée d'un bidon, et de flanquer les rations dans les écuelles en repoussant les assauts des chiens. Les miens se défendent pas mal au milieu de l'hostilité. Qui ne se bat pas ne mange pas. Au retour, je bénis la viande de phoque de me donner sa force. Un vent contraire et une houle hachée me demandent 7 heures d'effort pour prendre au lac 25 km. Les chiens m'attendent en faisant de courtes siestes sur les rochers ronds. J'ai les muscles au martyr. La déshydratation doit y être pour quelque chose. La Russie impose aux ivrognes de vivre en athlète. La rive se traîne, des phoques surgissent. J'aborde et dors 1 heure sur les galets tièdes, mêlés aux chiens, près d'un feu dont la chaleur débusque de leur repère des araignées. À 5 heures, je touche à mon rivage, au moment où un chalutier s'approche et plante son étrave d'acier sur les galets. Le capitaine me demande si les 2 passagers hollandais peuvent descendre un instant. Erwin travaille à Sakhalin pour une compagnie pétrolière. Sa femme parle un français parfait. Les 2 enfants sont rouges et plus sages que mes chiens. La cabane doit leur paraître un rêve, la villégiature de Blanche-Neige, peuplée par un des 7 nains. Nous buvons un thé de manière très civilisée, debout sur la plage. Ils restent 15 minutes et prennent une photo, ce qu'on fait toujours lorsqu'on n'a pas 6 mois devant soi. En haut de la coupée, Erwin lance « J'ai un Herald Tribune, vous le voulez ?»« Oui, dis-je. Il date de la semaine dernière. Je suis pas à ça près. » Il me le jette et je me dis que se faire livrer le Herald Tribune dans la taïga par porteur batave sur bateau de pêche russe vaut bien d'avoir vécu 38 ans. Les nouvelles. Des fillettes afghanes abusées par leurs proches puis répudiées par leur mère. Des femmes fouettées par des mollahs. Photos. Des chiites irakiens font exploser des sunnites et quelques-uns des leurs dans le tas parce que l'explosion des IED n'est pas une science exacte. Photos. Des Turcs rappellent leurs diplomates en poste en Israël. Analyse. Des atomistes iraniens se rengorgent parce que les programmes avancent à grands pas. À la page 4, je me dis que je resterai bien quelques mois de plus ici. Le papier du Herald convient très bien à l'emballement du poisson sibérien. 11 juin. Rancé est un Saint-Antoine des latitudes tempérées, un fou de Dieu sans dune de sable ni scorpion. 17e siècle. Un homme, couvert d'honneur et de richesse, décide de mourir au monde. À 37 ans, il cingle vers les solitudes, sans mémoire et sans ressentiment. Le portrait de Rancé par Chateaubriand est effrayant. Sans prémisse, il quitte les lambris, renie sa vie, entre en pénitence. Prenant l'évangile à la lettre, il s'acquitte de sa dette aux pauvres, puis, dans les collines du Perche, fonde l'ordre de la Trappe, une congrégation à la règle mortifère, une Sparte chrétienne. Dans la retraite, il alterne prière, écriture et méditation, inflige à son corps malade la mortification. Il vivra 37 années de solitude, perclus de souffrance, cloîtré dans la désolation des pierres. 37 années de fête contre 37 années de silence, un prêté pour un rendu. Avec une maniaquerie de comptable, Rancé remboursera la dette dont il était redevable au diable. Il puisera ses dernières forces dans ses premières faiblesses. Dans une lettre à l'évêque de Tournai, il résumera tout. On vit pour mourir. Sa fuite me fascine autant qu'elle me repousse. Sa radicalité m'émerveille, son mobile me rebute. Il y a dans l'inquiétude de l'abbé une fièvre d'enfant qui s'exclamerait vers le ciel « Je veux l'absolu et tout de suite ». L'élan est superbe dans l'impatience, mais son feu est morbide, dévorant tout ce qui n'appartient pas à l'espérance en l'au-delà. Ce qui domine chez lui est une haine passionnée de la vie, écrit Chateaubriand au livre 3e. Il y a dans cette négation de la pâte terrestre le nihilisme chrétien que Nietzsche abomine dans l'Antéchrist.
Dans la taïga, je préfère moissonner les instants de félicité que m'enivrer d'absolu. Le parfum des azalées me chatouille plus agréablement que celui de l'encens. Je me prosterne devant les corolles ouvertes plutôt que devant un ciel silencieux. Pour le reste, simplicité, austérité, oubli, abandon et indifférence au confort, j'admire et veux bien imiter. 12 juin. Ce matin, brouillard. Le monde annulé. Un temps pour les ondines. Quand le coton se dissipe, je pars pêcher à la rivière du Cap des Cèdres du Nord. La pêche. On prend un poisson, mais on perd du temps. Est-on gagnant? Je laisse dériver les mouches dans le courant et les maintiens entre deux eaux à 1,50 m du fond. Là, les poissons se concentrent, cueillant la nourriture au déversoir des rivières. L'excitation quand le bouchon plonge. Il y aura un dîner. Quand je tue les ombres, des frissons courent sur leur peau. La vie se retire en décharges électriques. La peau se ternit. La vie est ce qui nous colore. 13 juin. Dans la vie de Rancé, cette citation des élégies de Tibulle. Qu'il est doux d'entendre les vents déchaînés quand on est dans son lit. Le vent se déchaîne tout le jour et je fais mon Tibulle. 14 juin. Le ressac a lavé les rochers. J'avance à pas précautionneux pour ne pas glisser. Les chiens craignent les vagues. Elles ont des dents pour mordre la terre. Les pointes des caps disparaissent sous l'écume. Le vent mène grand train dans la forêt sombre. La taïga craque. Parfois, une mouette fuse. Sur les galets, des millions de mouches ont éclos. Elles couvrent des pans entiers de plage. Les chiens les avalent à coups de langue. Elles ne vivent qu'une semaine, convoitées par les bêtes, offrant des protéines à peu de compte. Le sable est constellé de traces de plantigrade. Les ours sont descendus au festin. Les chiens n'arrivent pas à traverser la rivière Lednaïa. Aïka a sauté sur un rocher au milieu du courant et attend que je vienne la chercher, haguée dans le bouillon. Bec gémit à la mort, convaincu que nous complotons son abandon. Je traverse à nouveau pour le faire passer sur mes épaules. Pour franchir la zone accord au nord de la rivière, je m'élève sur des pentes lardées d'éboulements. Ces falaises et leur façon de vous susurrer « Viens mon petit chéri, viens par ici ». La grande fâcherie du vent me donne des ailes. J'atteins la rivière que je convoitais, un torrent cascadant à 3 km au nord de la Lednaïa. L'endroit est poissonneux, mais il faut 3 heures pour le gagner. Les chiens furettent un moment, puis s'endorment sous les coiffes d'un rhododendron. J'admire leur faculté à sombrer au moindre répit. Ma nouvelle devise, en toute chose, imiter le chien. La bionique consiste à s'inspirer des inventions de la biologie pour les appliquer à la technique. Il faudrait fonder l'école de l'éthobionique. On s'inspirerait du comportement animal pour conduire nos actes. Au moment d'agir, au lieu de demander conseil à nos héros, qu'auraient décidé Marc Aurèle, Lancelot ou Geronimo? On se dirait « Et maintenant, que ferait mon chien? Et un cheval, et le tigre, et même l'huître, modèle de placidité. » Les bestiaires deviendraient nos livres de conduite. L'éthologie serait promue science morale. J'interromps mon rêve lorsqu'un omble entraîne mon bouchon de liège par le fond. Ce soir, je rapporte 4 poissons à la cabane, et je les dévore car c'est ainsi qu'agissent les bêtes. 15 juin. Les mouches de roche. Elles dégoulinent des troncs et des falaises en coulées soyeuses. Elles sont mannes sacrées. Le mois de juin, où les bêtes ont besoin de toute leur vigueur pour s'aimer, constituait un problème dans le cycle de la vie. Comment faire la soudure entre le réveil de mai et l'abondance de juillet? La nature a prévu les mouches. Ces pauvres insectes sont offerts en pâture. Ils sont destinés à fournir l'énergie pendant les semaines de pénurie. Dans 15 jours, une fois l'office rempli, ils disparaîtront. Ils auront connu une brève existence, sacrifiée à l'intérêt biologique commun. Pourtant, ils n'oublient pas de vivre. Au moindre rayon, ils vibrillonnent, tremblent d'une vibration légère et s'accouplent. Un affairement qui ressemble au tressaillement d'une joie tue. Ils me plaisent tellement que je me tords les chevilles à tenter de les éviter sur les galets des plages. 16 juin. Et puis tout s'écroule.
Sur le téléphone satellite que je réserve aux urgences et n'est pas utilisé encore, 5 lignes s'affichent, plus douloureuses qu'un coup de fer rouge. La femme que j'aime me signifie mon congé. Elle ne veut plus pour homme d'un fétu dans les courants. J'ai péché par mes fuites, mes dérobades et cette cabane. Lorsqu'elle m'est revenue il y a quelque temps, après des années d'absence, je partais pour un reportage sur les bords du Baïkal. Elle me quitte et je suis devant les mêmes rives. Pendant 3 heures, j'erre sur la plage. J'ai laissé s'envoler le bonheur. Vivre ne devrait consister qu'en ceci, prononcer sans cesse des actions de grâce pour remercier le destin du moindre bienfait. Être heureux, c'est savoir qu'on l'est. Il est 5 heures du soir, la douleur afflue par vagues. Par moments, elle me donne quelques répits. J'arrive à nourrir les chiens, à pêcher même. Mais le mal revient toujours, doué d'une vie propre, plomb fondu dans les nervures de l'être. Je rêve d'une petite maison de banlieue avec chiens, femmes et enfants, protégés par une haie de sapins. Dans toute leur étroitesse, les bourgeois ont tout de même compris cette chose essentielle. Il faut se donner la possibilité d'un bonheur minimum. Je suis condamné à demeurer dans ce huis clos, plein de canards stupides, face à ma peine. Je dois concentrer mes forces à atteindre la prochaine heure. Je me plonge dans un livre. Dès que je lâche la lecture, les 5 lignes du message hurlent dans mon crâne. Je ferme les livres et pleure dans le poil de mes chiens. Je ne savais pas que la fourrure des bêtes absorbait si bien les larmes. Sur la peau des êtres humains, elle glisse. Les chiens d'habitude sautent partout à cette heure. Ce soir, ils se tiennent tranquilles sous mon misérable petit déluge, penchant un peu la tête. Je n'ai qu'un pistolet à fusée de phosphore pour me faire sauter la cervelle. Résultat même pas garanti. Un phoque apparaît au-dessus de la ligne d'eau, juste devant la plage. Je me dis que c'est elle, venue me sourire. Il faut que j'obtienne de lui parler une dernière fois. Nous sommes toujours en retard de vivre. Le temps n'offre pas de deuxième chance. La vie se joue à un coup. Et moi qui me suis enfui dans la forêt, la laissant derrière moi. Je lis à m'épuiser, car si mes yeux se détournent, la peine m'étouffe et force à me lever. La nuit, je crois entendre des bateaux. Ce sont mes yeux qui bourdonnent. 17 juin. Je suis cadenassé dans l'Éden que je me suis bâti. Le ciel est bleu mais noir. Étrange comme le temps vous retire son amitié. Hier encore, il glissait, soyeux. Chaque seconde à présent, une aiguille. Avoir 38 ans et être là, sur une plage, à ramper, en demandant à un chien pourquoi les femmes s'en vont. Sans Aïka et sans Beg, je serais mort. Je coupe le bois de 16h30 à 18h30 jusqu'à ne plus pouvoir tenir la hache. Seul le plus pur des cœurs peut devenir meurtrier à cause d'autrui, écrit Jim Harrison dans Dalva. La vague revient. Les larmes sont tenues en respect par la lecture. Dans les films, les loups reculent devant la flamme des torches. J'ai sabordé le navire de ma vie et m'en suis rendu compte quand l'eau parvenait au plat-bord. Question. Il est 7 heures. Comment parvenir à 8? La soirée est belle avec des nuages pompadours un peu ridicules comme ces glands de velours sur les rideaux des vieilles dames. Les poissons viennent respirer à la surface. Leurs baisers à l'onde laissent des cercles qui s'élargissent, s'effacent. Je griffonne toute la journée dans mes petits carnets noirs. Écrire n'importe quoi pour ne pas souffrir. Les carnets, des personnages pleins de souvenirs, d'anecdotes et de pensées. Je lis les stoïciens. On trouve dans leur pratique de quoi s'endurcir, premier pas vers la consolation. J'ai envie de moucher ma peine dans cette forêt qui ne sait rien du chagrin. La vie partout. Des canards, des phoques, un ours dans les jumelles, en bas de l'éminence où j'aime aller me reposer. C'est l'heure du soir où chacun rentre chez lui et adresse un dernier merci à ce nouveau jour de vie. Mon corps est compressé de peine. Les hautes pressions du chagrin peuvent-elles provoquer un œdème du cœur? Seul horizon d'espoir, l'arrivée prévue demain de Bertrand de Miolis et Olivier Dévaux, 2 amis peintres qui voyagent en Russie et ont promis de me visiter. Sergueï doit les amener en bateau. Le hasard des calendriers va les conduire ici, au moment où je suis aplati, comme une flaque de goudron sur une plage. Je ne vais rien leur dire, leur cacher mes larmes,
me servir de leur présence pour rester en vie. 18 juin. Tenir, et pour tenir, puiser la force dans l'infinie solidité des petits chiens. La nature est toute à sa joie d'avoir obtenu l'usufruit d'un nouvel été. À 6 heures, un bruit de moteur me tire de l'hébétude. Un point noir au sud, ma délivrance. Je reçois Miolis et Dévot comme une bénédiction. Ils vont distraire ma danse macabre. Sergueï s'en retourne sans même vider un verre car la houle se lève. Devant le lac, j'assois les deux peintres à la table de bois et tire de leur sac les victuailles apportées d'Irkoutsk. Du vin, de la bière, de la vodka et du fromage sec. Nous nous saoulons à en tomber. L'alcool fait ses ravages dans nos veines. Au moins, balaie-t-il tout chagrin.